Elle a toujours été plus une mère pour moi que toi. » Ces mots ont jailli de la bouche de ma fille comme s'ils étaient la chose la plus naturelle au monde, comme si elle ne poignardait pas le cœur de la femme qui l'avait élevée. Je m'appelle Éléonore Dubois. J'ai 57 ans. Et ce soir, alors que la pluie tambourine contre les vitres de cette maison que j'ai construite seule, je vais vous raconter ce qui s'est passé le jour où ma fille a vendu les bijoux de famille pour acheter à sa belle-mère un sac à main de créateur à 20 000 €. Ce n'était pas n'importe quel sac, c'était un de ces noms français exposés comme un trophée. Et ce n'était pas n'importe quel bijou, mais cela vous le comprendrez plus tard. C'était un mardi. Je m'en souviens parce que je faisais toujours mes célèbres muffins aux myrtilles ce jour-là, et l'odeur emplissait toute la cuisine quand Chloé est entrée avec ce sourire que je ne reconnaissais plus. Elle portait une énorme boîte enveloppée de papier doré. « Maman, les bijoux de grand-mère sont-ils toujours dans ta chambre ?» me demanda-t-elle, aussi simplement que si elle me parlait d'un vieux pull. J'ai senti un vide dans mon estomac. « Pourquoi en as-tu besoin, Chloé ?» Elle n'osait même pas me regarder dans les yeux. « Eh bien, Véronique, ma belle-mère, a son anniversaire bientôt, et tu sais comment elle est? Toujours si élégante, si raffinée. Je pensais que nous pourrions vendre quelques pièces et lui acheter quelque chose de vraiment spécial. » Vendre. Ce mot m'a transpercée. « Chloé, ces bijoux ne sont pas à vendre. Ils appartiennent à la famille, à ton arrière-grand-mère, ta grand-mère, moi, et un jour ils seront à toi. » Elle a laissé échapper un rire gêné. « Oh, maman, ne fais pas tant de drame. Ce ne sont que des choses. Véronique a été comme une mère pour moi. Elle m'a soutenue quand toi, eh bien, tu sais, tu n'étais pas là. J'avais travaillé des journées de 18 heures pour qu'elle puisse fréquenter les meilleures écoles privées, pour qu'elle ait tout ce que je n'avais jamais eu, pour qu'elle ne manque jamais de rien. Mais à ce moment-là, je n'ai rien dit. J'ai simplement serré les lèvres et senti ma gorge se serrer. 2 jours plus tard, j'ai trouvé la boîte à bijoux vide, complètement dépouillée. Les pièces que ma grand-mère avait gardées comme un trésor, la broche en or avec des émeraudes que ma mère portait le jour de son mariage, les boucles d'oreilles en perles qu'elle m'avait mises le jour de mes 15 ans en me disant « Un jour, tu les donneras à ta fille, et elle comprendra ce qu'elles signifient. » Tout était parti. J'ai appelé Chloé. Mes mains tremblaient. « Où sont les bijoux? » Silence. « Chloé, je te parle. »« Maman, je te l'ai dit, je les ai vendus. Véronique mérite le meilleur et je voulais lui offrir quelque chose de spécial, quelque chose qui en vaille la peine. Et mes bijoux n'avaient pas de valeur pour toi? » « Ce ne sont pas tes bijoux, maman. Ce ne sont que des choses du passé. Véronique est mon présent. Elle me comprend, elle m'écoute. Elle a toujours été là pour moi. » J'ai pris une profonde respiration. « Chloé, viens à la maison maintenant. »« Maman, je suis occupée. » De plus, Eric dit que... Je me fiche de ce qu'Eric dit, viens ici. 1 heure plus tard, elle était là avec son mari à ses côtés, cet homme qui ne me regarde jamais dans les yeux et qui a toujours un petit sourire en coin quand il me parle. « Maman, nous sommes là. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda Chloé, les bras croisés. « Où sont les bijoux? »« Je te l'ai dit, je les ai vendus. Et avec cet argent, j'ai acheté à Véronique le sac qu'elle a toujours voulu. Tu devrais la voir, maman. Elle est ravie. Elle m'a embrassée et m'a dit que j'étais la meilleure belle-fille du monde. » Eric souriait, ce genre de sourire qui vous fait vous sentir insignifiant. « Éléonore, je pense que tu exagères un peu. Ce ne sont que des bijoux. Et ma mère a fait beaucoup pour Chloé, plus que... Eh bien, tu sais. » J'ai senti la pièce tourner. « Plus que moi, » ai-je murmuré. Chloé a levé le menton. « Oui, maman, plus que toi. Parce qu'elle était là quand tu partais travailler et me laissait seule. Parce qu'elle m'écoutait quand tu ne pensais qu'à payer les factures. Parce qu'elle me faisait me sentir importante. Elle a toujours été plus une mère pour moi que toi. » Le silence qui a suivi était si lourd qu'il aurait pu écraser le sol. Eric a applaudi 2 fois, lentement. « Bien dit, chérie. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. J'ai simplement respiré. Je me suis retournée, j'ai marché jusqu'à ma chambre, j'ai ouvert le tiroir du bureau et j'ai sorti une enveloppe en papier craft. Une qui était restée là pendant des années, que ma mère m'avait remise avant de mourir, me disant « Si quelqu'un touche à ces bijoux sans respect, montre-leur ça. Et fais-leur comprendre qu'il y a des choses qui ne peuvent être vendues, ne peuvent être données et ne peuvent être oubliées. » Je suis retournée au salon et j'ai posé l'enveloppe sur la table. « Ouvre-la, Chloé. » Elle m'a regardée avec mépris. « Qu'est-ce que c'est? »
Encore un de tes drames? Ouvre-la. Eric s'est avancé et a saisi l'enveloppe. Il l'a déchirée avec cette arrogance qui le caractérise, et quand ses yeux ont parcouru les premières lignes, son visage a changé. Chloé a arraché les papiers et a commencé à trembler. Parfois, nous faisons trop confiance à ceux à qui nous ne devrions pas. J'ai fait une pause pour réfléchir, rompant légèrement le cours du récit pour maintenir le rythme émotionnel nécessaire. Avant de vous dire ce qui s'est passé ensuite, je dois vous faire comprendre quelque chose. Je dois vous dire qui était Chloé avant qu'elle ne devienne la femme qui a vendu mes bijoux sans ciller, car ma fille n'a pas toujours été comme ça. Il fut un temps où elle me regardait comme si j'étais la personne la plus importante au monde. Un temps où ses petites mains cherchèrent les miennes chaque fois qu'elle avait peur. Un temps où nous suffisions l'une à l'autre. Chloé est née tôt un matin d'octobre, le ciel plein d'étoiles et le parfum des gardénias flottant par la fenêtre de l'hôpital. Elle pesait 3 kilos. Elle avait les yeux les plus sombres que j'avais jamais vus et un cri si fort que les infirmières disaient que cette fille allait conquérir le monde. J'avais 23 ans et j'étais seule. Le père de Chloé était parti 6 mois auparavant, me disant qu'il n'était pas prêt à être père, qu'il avait de plus grands rêves que de changer des couches et de chauffer des biberons. Alors, c'était juste moi. La première fois que je l'ai tenue dans mes bras, j'ai ressenti une peur si profonde que je pouvais à peine respirer. Comment allais-je m'occuper de cette petite personne fragile alors que je pouvais à peine m'occuper de moi-même? Mais ensuite, elle a ouvert les yeux, m'a regardée et j'ai su qu'il n'y avait pas d'autre option, que j'allais faire tout ce qu'il fallait pour qu'elle ait tout, pour qu'elle ne ressente jamais le vide que j'ai ressenti quand mon propre père nous a abandonnés. Les premières années ont été difficiles. Je travaillais dans un pressing le jour et nettoyais des bureaux la nuit. Je rentrais à la maison en sentant le détergent et l'épuisement, les pieds enflés et le dos douloureux. Mais toujours, je trouvais la force de m'asseoir avec Chloé sur le canapé, de lui lire une histoire et de lui chanter cette chanson que ma mère me chantait. « Dors, ma fille, dors maintenant, les étoiles veilleront sur toi. » Elle s'endormait avec sa tête sur ma poitrine et je restais là, immobile, sentant son souffle, lui promettant silencieusement qu'elle ne manquerait jamais de rien, ne manquerait jamais d'amour. Lorsque Chloé a eu 5 ans, j'ai trouvé un meilleur emploi. J'ai commencé comme assistante dans une agence immobilière. Je ne connaissais rien au métier, mais j'ai appris. Je veillais tard à étudier des contrats jusqu'au petit matin. Je prenais des cours le week-end. J'avalais les humiliations des clients qui me traitaient comme si j'étais invisible. Mais chaque fois que je voyais Chloé rentrer de la maternelle avec ses nattes en désordre et ce grand sourire, tout cela en valait la peine. « Maman, regarde ce que j'ai fait !» criait-elle, me montrant un dessin fait de crayons de couleur vif. C'était toujours le même. Une maison, une mère, une fille, un soleil jaune dans le coin. « C'est magnifique, mon amour », lui disais-je. Et je le scotchais sur le mur de la cuisine à côté de tous les autres. Quand Chloé a eu 8 ans, j'avais déjà vendu ma première grande propriété. C'était une maison de ville historique dans un quartier prisé, un de ces endroits anciens avec des cours pleines d'hortensias et des sols qui racontaient des histoires. La commission était suffisante pour que je puisse déménager dans un appartement plus grand, dans un meilleur quartier, avec une école privée à proximité. Je me souviens du jour où je lui ai montré sa nouvelle chambre. J'avais peint les murs en lavande, sa couleur préférée. J'avais acheté un lit à baldaquin, comme les lits de princesses qu'elle voyait dans les films. J'avais rempli les étagères de livres et de poupées. Quand Chloé est entrée, elle s'est figée sur le seuil. « C'est à moi, maman? »« Tout à toi, ma douce fille. » Elle s'est jetée dans mes bras, pleurant des larmes de pur bonheur. « Tu es la meilleure maman du monde », m'a-t-elle chuchoté à l'oreille. Et je l'ai cru. Mon Dieu, comme je l'ai cru. Les années ont passé vite, trop vite. Chloé a grandi et j'ai travaillé plus. J'ai dû travailler plus parce que maintenant ce n'était plus seulement l'école privée. C'était les cours de ballet, les cours de français, les colonies de vacances dans le sud de la France et les voyages scolaires à Londres et à Paris. Je voulais qu'elle ait tout ce que je n'avais pas. Je voulais qu'elle voie le monde, parle des langues, se sente en sécurité, puissante, capable de tout. Mais pendant que je travaillais 18 heures par jour à conclure des affaires, à assister à des dîners avec des clients, à voyager dans d'autres villes pour obtenir de meilleurs contrats, Chloé était seule. Je ne l'ai pas vue à l'époque. Je ne voulais pas le voir. J'ai engagé Marthe, une femme plus âgée qui cuisinait merveilleusement et l'attendait après l'école. Marthe l'aidait à faire ses devoirs, lui préparait le dîner, l'emmenait à ses activités. Marthe était gentille, affectueuse
et fiable. Mais Marthe n'était pas moi. Et Chloé le ressentait. Je me souviens d'une nuit quand elle avait 11 ans. Je suis rentrée à la maison après 10 heures. J'avais conclu un marché énorme, un qui allait changer nos vies. Je suis entrée joyeusement avec une boîte de cupcakes de la boulangerie que Chloé adorait. Mon amour, je suis à la maison. J'ai apporté tes préférés. Silence. Je suis allée dans sa chambre. Elle était couchée sur le côté, tournée vers la porte. Chloé, tu dors? Non. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Il s'est passé quelque chose? Elle s'est retournée. Ses yeux étaient rouges. Ma pièce de théâtre à l'école était aujourd'hui. Mon cœur est tombé par terre. Chloé, tu étais la seule maman qui n'est pas venue. Toutes les autres filles avaient quelqu'un dans le public. Je n'avais que Marthe. Et quand ils m'ont demandé où tu étais, je ne savais pas quoi dire. Je me suis agenouillée près de son lit. Ma chérie, je suis tellement désolée. J'avais une réunion très importante et... Tu as toujours des réunions importantes, maman. Toujours. C'est pour nous donner une meilleure vie, Chloé, pour que nous ayons tout ce dont nous avons besoin. Elle m'a regardée avec une tristesse qui m'a brisé le cœur. Je n'ai pas besoin de choses, maman. J'ai besoin de toi. Je l'ai serrée dans mes bras. Je lui ai promis que je serais plus présente, que je changerais, qu'elle était la chose la plus importante. Mais les promesses sont faciles à faire et difficiles à tenir. J'ai continué à travailler de la même manière, à voyager. J'ai continué à la couvrir de cadeaux et de choses, croyant que cela compensait mon absence. Et Chloé a continué à grandir, de plus en plus distante, de plus en plus silencieuse. Au moment où elle a commencé le lycée, nous ne parlions presque plus. Elle rentrait à la maison, s'enfermait dans sa chambre et dînait seule. J'ai essayé de me rapprocher, mais il y avait toujours un mur invisible entre nous. Comment s'est passée ta journée, chérie? Bien. Tu as beaucoup de devoirs. Oui. Tu as besoin de quelque chose? Non. Et ainsi, petit à petit, nous sommes devenus deux étrangères vivant sous le même toit. Quand Chloé a eu 18 ans, j'étais l'une des courtières immobilières les plus prospères de la ville. J'avais de l'argent, de la reconnaissance, une grande maison, une voiture importée, des vêtements coûteux, mais j'avais perdu ma fille, et je ne m'en étais même pas rendu compte, jusqu'à ce qu'elle rencontre Eric. Il est apparu dans sa vie comme une ombre, étudiant en droit, fils d'une famille aisée, avec ce sourire appris et cette façon de parler qui semble agréable mais ne dit rien. La première fois que je l'ai vu, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Je ne peux pas l'expliquer. C'était un sentiment dans mes tripes, une alarme silencieuse, mais Chloé était heureuse. Ou du moins, elle semblait l'être. Maman, il est différent. Il me comprend, il m'écoute, il me fait me sentir importante. Et moi, comme la folle que j'étais contente. Je pensais, enfin, quelqu'un l'a fait sourire. Je n'ai pas vu les signes. Je n'ai pas vu comment Eric l'éloignait lentement de ses amis, comment il la convainquait que ses vêtements n'étaient pas assez élégants, comment il lui faisait sentir qu'elle devait changer pour être digne de lui, et surtout, je n'ai pas vu comment il l'amenait à se rapprocher de sa mère, Véronique, cette femme qui est devenue le centre de l'univers de ma fille. Véronique, avec ses matchs de polo, ses bijoux de créateur, ses dîners sur des nappes en lin et des couverts en argent. Véronique, qui parlait 5 langues et voyageait en Europe 2 fois par an. Véronique, qui avait cet air de supériorité qui vous fait sentir que vous ne serez jamais à la hauteur. Chloé a commencé à passer plus de temps chez eux que chez nous. Véronique m'a invitée à prendre le thé, maman. Véronique m'apprend à cuisiner des plats français. Véronique dit qu'une vraie femme doit savoir se comporter en société. Véronique, Véronique, Véronique. Et au lieu de me battre, je me suis tue parce que je pensais que c'était de ma faute, que si j'avais été plus présente, si j'avais été une meilleure mère, Chloé n'aurait pas besoin de chercher chez une autre femme ce que je ne lui avais pas donné. Alors je l'ai laissé partir. Je l'ai laissé partir avec Eric. Je l'ai laissé l'épouser à 21 ans dans un grand mariage que j'ai payé, avec une robe de mariée qui a coûté plus que ce que j'avais gagné ma première année dans l'immobilier. Je l'ai laissé emménager dans un appartement que j'ai également payé, meublé avec le meilleur. Je l'ai laissé devenir la belle-fille parfaite de Véronique, et je suis restée seule dans cette grande maison, avec les murs pleins de photos d'une petite fille qui n'existait plus, et une boîte à bijoux qui contenait les seules choses qui me reliaient à ma mère, ma grand-mère, à toutes les femmes de ma famille qui m'avaient précédée,
jusqu'à ce que Chloé les vende comme de la ferraille, comme si elles ne signifiaient rien. J'ai mentalement fait une pause, reconnaissant le public. Il y a des moments dans la vie qui semblent insignifiants quand ils se produisent, mais plus tard, vous réalisez qu'ils étaient le début de la fin. Pour moi, ce moment était un dimanche en mai. Chloé était mariée à Eric depuis 2 ans. J'essayais de maintenir la relation, bien que cela devienne de plus en plus difficile. Chaque fois que j'appelais, elle était occupée. Chaque fois que je l'invitais à déjeuner, elle avait des plans avec Véronique. Chaque fois que je lui demandais comment elle allait, elle répondait par des monosyllabes. Mais ce dimanche était spécial. C'était mon 55e anniversaire. Je ne voulais pas une grande fête, je voulais juste ma fille. Je voulais que nous prenions le brunch ensemble comme avant. Je voulais que nous parlions, que nous rions, que nous retrouvions même un petit morceau de ce que nous avions perdu. Je l'ai appelée 1 semaine auparavant. « Chloé, chérie, c'est mon anniversaire dimanche. Nous pourrions prendre le brunch ensemble. Je préparerai tes plats préférés. Enchiladas au chili vert, pommes de terre râpées maison, café à la presse française. » Il y a eu une pause au bout du fil. « Oh maman, je ne peux pas dimanche. Véronique a organisé un brunch chez elle. C'est l'anniversaire d'une de ses amies. Mais Chloé, c'est mon anniversaire. Je sais, maman, mais j'ai déjà dit à Véronique que nous venions. Elle compte sur moi. Pourquoi ne viens-tu pas aussi? Nous pourrions célébrer ensemble. » J'ai senti un nœud dans ma gorge. « Tu veux que j'aille chez ta belle-mère le jour de mon anniversaire pour célébrer l'anniversaire de son amie? » Quand tu le dis comme ça sonne mal. Maman, Véronique t'aime vraiment. Elle demande toujours de tes nouvelles. Et puis, c'est une bonne occasion pour toi de rencontrer des gens influents. Elle dit que tu rencontreras un galeriste qui... Non, Chloé, merci. Profite de ton brunch. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse continuer. Ce dimanche-là, je me suis réveillée seule. J'ai fait du café, je me suis assise dans le jardin, j'ai regardé les hortensias que j'avais plantées quand Chloé était petite, ceux qu'elle arrosait avec moi chaque après-midi. Et j'ai pleuré plus fort que je ne l'avais fait depuis des années. À 11 heures du matin, la sonnette a retenti. J'ai pensé, elle est venue, ma fille est venue. J'ai couru pour ouvrir, le cœur battant. C'était un livreur avec un bouquet de fleurs. Joyeux anniversaire, maman. Amour, Chloé. Des fleurs achetées en ligne, envoyées par un inconnu avec une carte générique qu'elle n'avait probablement même pas écrite elle-même. J'ai fermé la porte, mis les fleurs dans un vase et me suis assise pour manger seule. C'était la première fracture, petite, presque invisible. Mais les petites fractures, si elles ne sont pas traitées, deviennent des fissures. Et les fissures deviennent des gouffres. 2 mois plus tard, en juillet, j'ai vendu une propriété énorme, un domaine viticole historique à Bordeaux que j'essayais de vendre depuis 1 an. La commission était généreuse, très généreuse. J'ai décidé de faire quelque chose que je remettais à plus tard. Récupérer les bijoux de famille de la banque et les faire nettoyer. Je voulais qu'ils brillent à nouveau. Je voulais les porter à un dîner important que j'avais avec des clients européens, mais secrètement, je voulais aussi les montrer à Chloé. Je voulais m'asseoir avec elle et lui raconter l'histoire de chaque pièce. Je voulais qu'elle sache d'où nous venons. Je voulais qu'elle comprenne que ces bijoux n'étaient pas seulement du métal et des pierres. Ils étaient une mémoire. Ils étaient lignés. Ils étaient toutes les femmes qui nous avaient précédées. Je l'ai appelée. « Chloé, as-tu du temps cette semaine? Je veux te montrer quelque chose d'important. » « Qu'est-ce que c'est, maman? Les bijoux? Je les ai sortis de la banque. Je veux que tu les connaisses vraiment, que tu connaisses leur histoire. » Elle a soupiré. « Maman, honnêtement, je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Véronique m'apprend à faire un soufflé et c'est super compliqué. Je dois m'entraîner tous les jours. Chloé, ce sont les bijoux de ton arrière-grand-mère, ta grand-mère. Un jour, ils seront à toi. » « Oui, je sais, maman, mais ce n'est pas urgent, n'est-ce pas? Nous pourrons les regarder un autre jour. »« Quand? » ?»« Je ne sais pas. Je te le ferai savoir. » Elle ne m'a jamais fait savoir. J'ai mis les bijoux dans ma boîte à bijoux. La même boîte en bois sculpté que ma mère m'avait offerte quand j'ai eu 25 ans. Celle qui avait les initiales de toutes les femmes qu'il avait possédées gravées sur le couvercle. A.R., mon arrière-grand-mère, Amélie, C. M., ma grand-mère, Claire, Monsieur R., ma mère, Marguerite, et les miennes, E. D. Éléonore Dubois. Un jour, les initiales de Chloé, C.E., y seraient, ou du moins, c'est ce que je croyais. En août, Chloé et Eric m'ont invité à dîner. C'était étrange parce qu'ils ne m'avaient rien proposé depuis des mois. J'ai pensé que peut-être Chloé avait réfléchi. Peut-être avait-elle compris qu'elle me perdait.
Je suis arrivée à leur appartement avec une bouteille de vin rouge et une tarte au citron vert que j'avais préparée cet après-midi-là. Eric a ouvert la porte. « Éléonore, ravie de te voir. Entre, entre. » Son sourire n'atteignait jamais ses yeux, jamais. Chloé était dans la cuisine, portant un nouveau tablier que je n'avais jamais vu auparavant, un de lin français brodé à la main. « Salut, maman », a-t-elle dit en me donnant un rapide baiser sur la joue sans vraiment me regarder. « Bonjour, ma chérie. Comment vas-tu? »« Bien, bien. Occupée, tu sais. » Véronique m'a inscrite à un cours de cuisine gastronomique, et j'apprends tellement. Véronique, encore. Nous nous sommes assis pour dîner. L'appartement était décoré avec un goût qui n'était pas celui de Chloé. Tout était minimaliste, froid, élégant, pas de couleur, pas de vie, comme si toute trace de la fille que je connaissais avait été effacée. Pendant le dîner, Eric a parlé sans cesse de son travail, d'une affaire importante qu'il traitait, et d'un voyage qu'il prévoyait en France. Nous allons séjourner dans la villa de Véronique en Provence. C'est spectaculaire. Des vignobles, des champs de lavande. Chloé est si excitée. J'ai regardé ma fille. « Tu vas en France? »« Oui, maman. 3 semaines. Véronique dit qu'il est important pour moi de connaître le berceau de la haute cuisine. 3 semaines, c'est bien. Et quand pars-tu? »« Dans 2 semaines. »« Et tu ne comptais pas me le dire? » Chloé a posé sa fourchette. « Je te le dis maintenant. »« Non. Mais 2 semaines avant de partir, je ne sais pas, je pensais... »« Tu pensais quoi, maman? Que je devais te demander la permission? J'ai 23 ans, je suis mariée. » Ce n'est pas une permission, Chloé. C'est partager, c'est parler, c'est me faire savoir que ta vie m'importe. Eric est intervenu. « Éléonore, je pense que tu dramatises un peu. Chloé est adulte, elle prend ses propres décisions. Elle n'a pas à te rendre compte chaque fois qu'elle fait quelque chose. » Je suis restée silencieuse parce qu'il avait raison. Chloé était adulte. Elle n'avait plus besoin de moi, du moins c'est ce qu'il semblait. Mais ensuite, quelque chose s'est produit qui m'a glacé le sang. Nous prenions le café quand Eric a dit « Au fait, Éléonore, nous voulions te demander quelque chose. Véronique organise une vente aux enchères caritatives pour sa fondation. Tu sais, aider les enfants atteints de cancer, c'est une belle cause, et nous pensions que peut-être tu pourrais faire un don, quelque chose de valeur, tu sais, pour la vente aux enchères. » Quel genre de chose? Chloé évitait mon regard. Eh bien, je ne sais pas, un tableau, une œuvre d'art, ou peut-être des bijoux que tu ne portes pas. Mon estomac s'est retourné. Des bijoux. Oui. Véronique dit que les bijoux anciens se vendent très bien lors de ces ventes aux enchères. Et comme tu as ces pièces de ta grand-mère que tu ne portes jamais? Chloé, ces bijoux ne sont pas à vendre. Eric a souri ce sourire condescendant que je détestais tant. Ce n'est pas vendre, Éléonore. C'est donner pour une bonne cause. En plus, à quoi bon les garder enfermés dans un tiroir? Au moins, de cette manière, ils aideraient à quelqu'un. Non, désolé, mais non, Eric. Ces bijoux sont de famille. Ils ont une valeur sentimentale que tu ne peux pas comprendre. Chloé a élevé la voix. Tu vois, Eric, je t'avais dit qu'elle dirait non. Ma mère a toujours été comme ça. Elle s'accroche à tout, accumule tout, comme si les choses étaient plus importantes que les gens. Pardon? Tu m'as entendu, maman. Véronique a raison. Tu t'accroches aux choses du passé au lieu de vivre le présent. Tu t'accroches aux souvenirs au lieu de créer de nouveaux. Chloé, ces bijoux représentent ton arrière-grand-mère, ta grand-mère, toutes les femmes de notre famille. Ce ne sont pas des choses du passé, c'est ton histoire. Je n'ai pas besoin de vieux bijoux pour savoir qui je suis, maman. Je me suis levée de table. Merci pour le dîner. Je m'en vais. Maman, ne sois pas comme ça. Je ne suis pas comme ça, Chloé. Je pars juste. Eric ne s'est même pas levé. Il m'a juste regardé avec cette expression de supériorité, toujours si dramatique. J'ai quitté cet appartement avec le cœur brisé et une terrible certitude. Ma fille n'était plus à moi. Quelqu'un d'autre l'avait revendiquée. Quelqu'un qui savait exactement comment la manipuler, comment lui faire sentir que j'étais l'ennemi, que mon amour était un fardeau, que mon histoire était une charge. Je suis rentrée chez moi en pleurant. Et quand je suis arrivée, je suis allée directement dans ma chambre. J'ai ouvert la boîte à bijoux. Les bijoux étaient toujours là. La broche en émeraude, les boucles d'oreilles en perles, le collier en or blanc avec de petits diamants, le bracelet en rubis que ma grand-mère portait le jour où mon grand-père a fait sa demande. Je les ai touchés un par un
et j'ai fait une promesse silencieuse. Personne ne les touchera. Personne. Je ne savais pas que c'était déjà trop tard, que la fracture était déjà devenue une fissure, et que la fissure était sur le point d'avaler tout. Une autre pause mentale. Après ce dîner affreux, j'ai décidé que j'allais essayer de sauver la relation avec Chloé, que j'allais être celle qui reculerait, que j'allais avaler ma fierté, ma douleur, ma frustration, et simplement être là pour elle. Parce que c'est ce que font les mères, n'est-ce pas? Elles endurent, elles pardonnent, elles s'effacent. Alors j'ai commencé à l'appeler plus souvent, mais sans pression, sans rien demander, juste pour savoir comment elle allait. Comment s'est passée ta journée, chérie? Bien, maman. As-tu mangé quelque chose de bon? Oui. Qu'as-tu fait? Rien de spécial. Des conversations de 30 secondes qui laissaient un énorme vide dans ma poitrine, mais j'ai continué à appeler. Je lui envoyais des messages. Bonjour, bonne nuit, des photos des fleurs dans le jardin, des recettes que je trouvais et que je pensais qu'elle aimerait. Parfois, elle répondait, parfois non. Quand elle répondait, c'était avec un merci, maman ou un emoji cœur, rien de plus. En septembre, Chloé et Eric sont rentrés de France. Elle a posté des centaines de photos sur ses réseaux sociaux. La villa de Véronique en Provence, les vignobles, les marchés d'Aix-en-Provence, les repas élaborés dans des restaurants étoilés Michelin. Sur aucune des photos ne figurait Eric. Sur toutes les photos était Véronique. Véronique avec son élégant chapeau de paille. Véronique avec son verre de vin rosé. Véronique apprenant à Chloé comment choisir les fromages. Véronique, Véronique, Véronique. Et les commentaires de Chloé sous chaque photo. Meilleure mère du monde. Merci pour ce voyage inoubliable. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Chaque mot était un coup de poignard. Mais je me suis tue. J'ai avalé la rage, la jalousie, la douleur, parce que je ne voulais pas l'éloigner davantage. Un jour, fin septembre, Chloé m'a appelée. C'était la première fois depuis des mois qu'elle m'appelait. « Maman, je peux venir te voir ?» Mon cœur a bondi. « Bien sûr, mon amour. Quand veux-tu venir ?»« Maintenant, c'est bien. »« Parfait. Je vais te préparer quelque chose à manger. »« Non, maman, ne te donne pas cette peine. Je fais juste un saut. » J'ai raccroché et je me suis précipitée dans la cuisine. J'ai fait du thé glacé, sorti les sablés aux noix de pécan qu'elle aimait toujours, rangé le salon, changé de vêtements. J'étais heureuse, nerveuse, pleine d'espoir. Peut-être qu'elle était venue s'excuser. Peut-être avait-elle réalisé qu'elle m'avait maltraitée. Peut-être que ma fille était revenue. Quand elle est arrivée, elle portait d'énormes lunettes de soleil et un nouveau sac. Un de ces sacs français qui coûtent plus cher que ce que j'avais gagné mon premier mois de travail. « Salut, maman », dit-elle en me donnant un rapide baiser sur la joue. « Bonjour, chérie. »« Entre, entre. Veux-tu du thé glacé, des biscuits ?»« Non, merci. Je suis au régime. Véronique m'a inscrite chez son nutritionniste. » Véronique. Nous nous sommes assises dans le salon. Elle consultait son téléphone toutes les 5 secondes. « Tout va bien, Chloé ?» « Oui, oui. Véronique m'envoie des photos de meubles qu'elle veut que je regarde. Nous redécorons son salon. »« Oh, c'est bien. Et comment vas-tu? Comment te sens-tu? » ?»« Bien, fatiguée. Tu sais, beaucoup à faire. »« Et Eric? » ?»« Bien, il travaille beaucoup. Il se bat sur une grosse affaire. » Silence gênant. « Chloé, je suis si contente que tu sois venue. Tu me manques, tu sais. » Elle leva les yeux de son téléphone. « Oui, moi aussi, maman. » Mais elle l'a dit sans le sentir, comme quelqu'un qui dit à vos souhaits sans y penser. « Pourquoi voulais-tu me voir, mon amour? » Chloé a posé le téléphone sur la table. « Maman, je dois te demander une faveur. » Voilà pourquoi elle était venue. Dis-moi. Tu te souviens que je t'ai parlé de la vente aux enchères caritatives de Véronique? Ma peau a picoté. Oui. Eh bien, c'est confirmé. Ça va être en novembre. Et honnêtement, maman, ce serait un geste magnifique de ta part si tu faisais un don. Véronique invite des gens très importants, des chefs d'entreprise, des artistes, des politiciens. C'est une occasion incroyable de réseautage. Et en plus, c'est pour une bonne cause, pour les enfants atteints de cancer. Chloé, je t'ai dit que je ne faisais pas don des bijoux. Je ne te demande pas de donner tous les bijoux, maman. Eh bien, pas tous. Juste une pièce, celle que tu veux. Quelque chose de joli qui pourrait être bien vendu aux enchères. Les bijoux de famille ne sont pas à vendre. Elle soupira,
ce soupir d'agacement qui me faisait sentir que j'étais l'irraisonnable. « Maman, pourquoi es-tu comme ça? »« Comme quoi? »« Tellement fermée, tellement égoïste. »« Égoïste? » ?»« Oui, tu as des bijoux enfermés, que tu ne portes jamais, qui prennent en la poussière. Et pendant ce temps, il y a des enfants qui meurent du cancer qui pourraient bénéficier de cet argent. Chloé, si je veux aider les enfants atteints de cancer, je peux faire un don en espèces. Je n'ai pas besoin de vendre les bijoux de ma grand-mère pour cela. Mais ce n'est pas la même chose, maman. Véronique dit que lorsque tu donnes quelque chose de personnel, quelque chose avec une valeur sentimentale, le geste est plus significatif. Cela montre une vraie générosité. Véronique dit « Oui, et elle a raison. Elle a donné un collier que sa grand-mère lui avait offert, et elle s'est sentie incroyable. Elle s'est sentie libre, comme si un poids avait été levé. Chloé, ces bijoux ne sont pas un poids, ce sont ton héritage. Ce sont l'histoire des femmes de notre famille. » Elle s'est levée du canapé. « Écoute, maman, je suis juste venue pour te demander une faveur. Si tu ne veux pas le faire, d'accord, mais ne me fais pas ce discours sur l'histoire des femmes de notre famille, parce que la vérité, c'est que tu ne m'as jamais raconté ces histoires. Tu ne t'es jamais assise avec moi pour m'expliquer qui était mon arrière-grand-mère ou ce que ma grand-mère faisait. Pour toi, ces bijoux ne sont que des objets de valeur que tu gardes dans un tiroir pour te sentir importante. » J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. « Chloé, j'ai essayé de te le dire de nombreuses fois, mais tu étais toujours occupée. Tu avais toujours quelque chose de plus important à faire. Tu sais ce qui est triste, maman? C'est que Véronique a été plus une mère pour moi en 2 ans que toi toute ma vie. Et elle est partie. Elle a claqué la porte, et je suis restée là au milieu du salon avec les biscuits intacts, le thé glacé non bu, et un cœur brisé en 1000 morceaux. Je me suis assise sur le canapé et j'ai pleuré. J'ai pleuré jusqu'à ce que ma tête me fasse mal, jusqu'à ce que je n'ai plus de larmes. Et quand je n'ai plus pu pleurer, je me suis levée, suis allée dans ma chambre et ouvert la boîte à bijoux, et pour la première fois de ma vie, j'ai douté. Et si elle avait raison? Et si j'étais égoïste? Et si je devais donner une pièce pour lui montrer que je la soutiens? J'ai pris la broche en émeraude, celle que ma grand-mère portait le jour où elle a ouvert sa première boutique de tissus, celle que ma mère a portée à mon mariage, celle que j'avais prévu de donner à Chloé le jour de son mariage, mais que je n'avais finalement pas osé parce que je savais qu'elle ne la valoriserait pas. Je l'ai tenue dans mes mains et j'ai failli la mettre dans une boîte pour la lui apporter. Mais ensuite, je me suis souvenue de quelque chose. Je me suis souvenue de la voix de ma mère sur son lit de mort. « Éléonore, ces bijoux ne sont pas à toi. Ils appartiennent à nous tous, à ceux qui sont venus avant et à ceux qui viendront après. Tu n'es que la gardienne, et ton rôle est de les protéger, de les soigner, et de les remettre quand le moment sera venu. Pas avant, et pas pour de mauvaises raisons. » J'ai remis la broche, refermé la boîte à bijoux, et me suis couchée ce soir-là avec une tristesse si profonde que je me sentais noyée. Mais je ne savais toujours pas que le pire était à venir. Les semaines ont passé. Octobre. Chloé ne m'a pas appelée. Je l'ai appelée 2 fois. Elle n'a pas répondu. Je lui ai envoyé des messages. Elle n'a pas répondu jusqu'à ce qu'un jour, début novembre, elle m'envoie un message. « Maman, la vente aux enchères a été un énorme succès. Véronique a récolté plus de 250 000 € pour la fondation. J'aurais aimé que tu participes. À bientôt. 250 000 € pour les enfants atteints de cancer. Et je me suis sentie la pire personne au monde. Pourquoi n'ai-je pas donné une pièce? Pourquoi suis-je si têtue? »